Voilà, c'est ça. Vous voyez? C'est bon. Là, maintenant, oui. OK. Donc bonjour à tous. Donc comme disait, madame Thérénault, maintenant je suis en master 2 de psychologie à Paris Descartes, à l'université de Paris. Et donc j'interviens aujourd'hui dans le cadre, de l'étude que j'ai réalisée l'année dernière, sous, la direction de Susanna Thérénault, donc en master 1. Donc comme vous le voyez ici, le sujet de l'étude, c'était le lien entre, les styles d'attachement, le trouble de stress post-traumatique et le trouble dissociatif chez des femmes françaises victimes d'agressions sexuelles. Alors, donc tout d'abord, la lutte contre les violences faites aux femmes est, aujourd'hui au centre des préoccupations sociétales. C'est notamment un enjeu politique qui est porté par une des causes du quinquennat. C'est aussi une lutte qui est portée, par de nombreux mouvements féministes, qui est relayée par les réseaux sociaux, qui est relayée par, des témoignages de personnes qui sont médiatisées, par des affaires publiques sur les agressions sexuelles et qui ont provoqué et provoquent encore, aujourd'hui petit à petit une, prise de conscience au sein de la population générale. Alors, on estime qu'en France, 94 000 femmes sont victimes de viols ou de tentatives de viol chaque année. Et parmi elles, 80% présenteraient un état de stress post-traumatique et ou dissociatif. Alors, l'état de stress post-traumatique, qu'est-ce que c'est? Alors, on considère que ça désigne un ensemble de symptômes sévères qui se manifestent à la suite d'une expérience vécue comme traumatisante, avec des confrontations à des idées de mort. On parle d'état de stress post-traumatique lorsque la symptomatologie, elle excède un mois. Alors, ce qu'il est important de spécifier dans le cadre des agressions sexuelles, c'est que le type d'agression sexuelle ne vient pas déterminer la symptomatologie psychotraumatique. On considère que toutes les agressions sexuelles, peu importe leur nature, peuvent impacter durablement la victime. Et c'est pourquoi, dans la littérature, on ne distingue pas vraiment les différents types d'agressions sexuelles. Et c'est pourquoi, dans cette étude, j'ai pris le parti de ne pas non plus faire cette distinction. Il est aussi à noter, bien sûr, que toutes les personnes victimes d'agressions sexuelles ne développent pas une symptomatologie psychotraumatique. Alors, il y a d'autres manifestations à l'état de stress psychotraumatique qui peuvent le prédominer et le masquer, et c'est notamment le cas de la dissociation, donc qui est donc la deuxième variable de cette étude. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la dissociation, ça se traduit par un sentiment d'étrangeté, d'irréalité, de déconnexion avec les émotions. On considère que c'est le facteur prédictif le plus important de la symptomatologie post-traumatique. Et puis enfin, la théorie de l'attachement, donc vous avez déjà sûrement beaucoup entendu parler hier et avant moi. Donc rapidement, la théorie de l'attachement, elle explore les fondements des relations entre les êtres humains et les variabilités intra-individuelles des modèles internes opérants et puis aussi les stratégies de régulation émotionnelle définissent à terme un style d'attachement chez l'adulte. Ces derniers sont sollicités lorsque l'on est en détresse et particulièrement quand on est victime d'agression sexuelle. En situation de stress, le style d'attachement d'une personne et plus globalement sa qualité d'attachement serait corrélé à ses réactions physiologiques et psychologiques. La revue de littérature, donc il y a différentes recherches qui portaient sur l'état de stress post-traumatique et qui ont montré l'implication de la théorie de l'attachement dans la régulation émotionnelle. Ainsi, un sentiment d'insécurité provoquerait une dysrégulation émotionnelle et empêcherait le traitement et l'intégration de l'événement traumatique en mémoire. La qualité de l'attachement, elle est donc associée à l'intensité des symptômes psychotraumatiques. De plus, un style d'attachement désorganisé impliquerait une dissociation importante.
Néanmoins, on constate dans les études que très peu souvent, on prend en compte la dissociation. Alors déjà parce que c'est une notion assez récente et puis aussi parce qu'on estime que c'est très difficile de l'évaluer. Et du coup, de fait de cette non prise en compte, on considère que les conséquences psychotraumatiques chez des victimes pourraient être largement sous-estimées. Alors également, dans le cadre des agressions sexuelles, on suppose que le rapport à l'agresseur, donc le lien que la victime avait à l'agresseur avant l'événement, pourrait venir influencer la qualité de l'attachement de la victime et puis aussi sa symptomatologie traumatique. Alors, donc l'objectif de cette étude, je pense que vous avez compris, c'était d'évaluer le lien entre les styles d'attachement, l'expression symptomatologique d'un trouble de stress post-traumatique et d'un trouble dissociatif chez des femmes victimes d'agressions sexuelles. Donc, on a réalisé 6 hypothèses qui sont donc résumées ici, basées sur la revue de littérature, le petit résumé que je vous ai présenté là, et puis qui était un peu plus dense dans mon mémoire. Donc en premier, on s'attendait à ce que les sujets de l'échantillon présentent un style d'attachement plus insécure qu'un style d'attachement sécure. Les deuxième et troisième hypothèses étaient que ceux ayant un style d'attachement insécure présenteraient des symptômes de stress post-traumatique et dissociatif plus importants, donc d'intensité plus élevée, que les participants ayant un style d'attachement sécure. La quatrième hypothèse était que les personnes ayant des symptômes dissociatifs d'intensité très élevée présenteraient des symptômes de stress post-traumatique d'intensité plus bas que ceux ayant des symptômes dissociatifs d'intensité bas, avec l'idée que la dissociation viendrait masquer la symptomatologie de l'état de stress post-traumatique. La cinquième hypothèse, c'était que les participants qui connaissaient l'agresseur avant l'événement présenteraient des symptômes de stress post-traumatique et dissociatif d'intensité plus élevée, et puis également un niveau de sécurité de l'attachement inférieur aux participantes ayant été agressées par un inconnu. Et puis enfin, l'hypothèse un peu plus globale, donc la dernière, il existerait un lien entre l'expression symptomatologique d'un trouble de stress post-traumatique et dissociatif et le style d'attachement d'une femme après avoir été victime d'une agression sexuelle. Donc, concernant la méthodologie de cette étude, donc 120 femmes ont été recrutées, âgées en moyenne d'une trentaine d'années. Alors, les critères d'inclusion, c'était donc être une femme majeure, parler et comprendre le français, et puis avoir été victime d'une agression sexuelle au cours des 5 dernières années. Alors, on avait exclu les participantes qui avaient été agressées il y a moins d'1 mois, puisque dans ce cas, on peut parler je veux bien. Tu vas te faire un truc? de stress aigu, et on n'a pas évalué le trouble de stress aigu dans cette étude. Et puis également, on a choisi la temporalité de 5 ans en estimant qu'au-delà de 5 ans, la symptomatologie serait moins présente, en tout cas plus difficilement évaluable. Donc, elles ont été recrutées via des réseaux sociaux, puisque donc, on a diffusé un formulaire en ligne avec les différents questionnaires. Donc justement, concernant les outils utilisés pour cette étude, donc en premier, on a présenté un questionnaire sociodémographique assez classique. Ensuite, elles ont donc répondu au Relationship Scale Questionnaire en version française qui nous a permis d'évaluer donc les styles d'attachement et puis la qualité de l'attachement de façon plus globale. Ensuite, on a donc évalué l'état de stress post-traumatique avec l'Impact of Event Scale Revised. Et puis enfin, on a évalué le trouble dissociatif et puis l'intensité donc de la dissociation avec le péritraumatique dissociative experience questionnaire. Alors, pour la partie résultats, donc sur la droite de votre écran, normalement, vous avez un tableau qui répertorie les résultats de
des analyses descriptives de l'échantillon. Donc rapidement, vous voyez, donc, comme je vous disais, que les participantes étaient en moyenne âgées d'une trentaine d'années, étaient célibataires, avaient un bac+5. On voit également que 91 des participantes sur 120 n'ont pas porté plainte à l'issue de l'agression, et également que 91 des participantes sur 120 connaissaient leur agresseur avant les faits. Donc, qu'est-ce qu'on entend par connaissaient leur agresseur avant les faits? Soit c'était des connaissances assez éloignées, soit c'était des amis, soit c'était le compagnon actuel ou bien l'ex-compagnon. Également, on constate que la majorité des faits ont eu lieu entre 3 et 5 ans avant le remplissage des questionnaires, donc pour 58% des participantes. Alors, concernant ce qui nous intéresse un peu plus, donc on voit que 95% des participantes ont été codées comme insécures à l'indice de sécurité globale. Alors, concernant si on précise un peu les styles d'attachement, en fait, on a constaté que la majorité des participantes présentaient des scores significatifs à plusieurs styles d'attachement. Et donc, du coup, pour la suite des analyses statistiques, on a décidé de garder le score global de sécurité de façon dimensionnelle. Donc, dans un deuxième temps, on voit que 94% des participantes présentaient un état de stress post-traumatique, donc avec l'IESR. Et puis 99%, donc soit quasiment la totalité, présentaient un trouble dissociatif. On n'a pas trouvé de résultats statistiquement significatifs entre le lien à l'agresseur et les variables, et puis pareil entre le temps passé depuis l'agression et les variables. Donc là, les résultats un petit peu plus en détail. Donc en fait, on a dans un premier temps appliqué des corrélations de personnes, donc qui sont répertoriées dans le tableau en haut à gauche. Et on a donc trouvé des associations négatives et significatives entre la qualité de l'attachement et l'intensité des symptômes psychotraumatiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus la qualité de l'attachement des participants était faible et plus l'intensité des symptômes à l'état de stress post-traumatique et dissociatif était importante. On a aussi trouvé une corrélation positive et significative entre l'état de stress post-traumatique et la dissociation. Donc, plus la symptomatologie dissociative était élevée et plus la symptomatologie à l'état de stress post-traumatique était aussi élevée. Comme on a eu des résultats significatifs, on a pu ensuite réaliser des analyses de régression multivariées, donc qui sont répertoriées dans le tableau en bas et un peu plus schématiquement à droite de l'écran. Donc finalement, on a trouvé un effet significatif de la dissociation sur la relation entre l'état de stress post-traumatique et la qualité de l'attachement. Donc ce qui est représenté dans le schéma, comme je vous disais, à droite. On a également retrouvé une interaction significative entre les trois variables, donc qui est représentée par le deuxième schéma. Et puis enfin, l'effet de la qualité de l'attachement sur l'état de stress post-traumatique est modulé par la dissociation. Et donc, cette interaction, c'est le dernier schéma à droite, en bas. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, tout est significatif et que petit à petit, on voit combien la dissociation a un rôle important dans la relation entre la qualité de l'attachement et puis la symptomatologie de l'état de stress post-traumatique. Donc maintenant, on va un petit peu discuter ces résultats en accord avec les hypothèses qu'on avait formulées au début et puis la revue de littérature. Donc déjà, concernant la qualité de l'attachement, les résultats ont mis en évidence que 95% des participantes présentaient un indice de sécurité globale insécure, donc ce qui est énorme, et donc ce qui a permis de valider notre première hypothèse. Deuxièmement, on a aussi validé nos deuxième et troisième hypothèses, puisque plus les scores de sécurité globale des participantes étaient faibles, et plus les scores d'intensité des symptômes à l'état de stress post-traumatique et dissociatif étaient élevés. Cette étude, elle a aussi mis en évidence l'existence d'un lien positif et significatif
entre l'intensité des symptômes dissociatifs et traumatiques, ce qui infirmait donc notre quatrième hypothèse. On comprend donc que la dissociation est bien le facteur prédictif le plus important de l'intensité de la symptomatologie post-traumatique et que elle ne peut pas venir masquer finalement cette symptomatologie de l'état de stress post-traumatique. En tout cas, elle est trop importante pour la masquer. Alors, comme vous le voyez, on n'a pas non plus validé la cinquième hypothèse puisqu'on n'a pas retrouvé de résultats significatifs de l'effet de la proximité du lien à l'agresseur comparativement à ce qu'on avait pu lire dans les études précédentes. Alors, comment on pourrait expliquer ça? Ça pourrait être par le fait qu'il y a d'autres facteurs finalement, tels que donc le soutien reçu par le soutien apporté par l'entourage ou bien par des professionnels dans le cadre de thérapie, par exemple, après les agressions, serait plus déterminant que le lien que pouvait avoir la victime à l'agresseur. Et donc, ce soutien permettrait une élaboration autour du traumatisme. Et puis enfin, donc on a validé notre dernière hypothèse, puisque la qualité de l'attachement influence l'intensité des symptômes psychotraumatiques dans cette étude. Ce résultat donc, souligne, comme je vous disais tout à l'heure dans les résultats, le rôle central de la dissociation, puisqu'elle est à la fois, elle rend compte de la relation entre la qualité de l'attachement et l'intensité de l'état de stress post-traumatique, et aussi elle modifie cette relation. Donc, ce serait une variable médiatrice et également modératrice dans cette relation. Alors, il convient aussi de noter que les principales études qui portaient sur la place entre la dissociation dans la relation entre le trauma et puis la qualité de l'attachement se sont essentiellement basées sur l'enfance, donc sur des traumatismes infantiles. Et donc ici, on voit bien vraiment l'importance d'étudier tout autant les processus psychiques à l'âge adulte des conséquences d'un traumatisme. Par ailleurs, cet effet de la qualité de l'attachement sur le trauma montre qu'un adulte ayant un style d'attachement insécure mentaliserait mal le psychotraumatisme. Dans les limites de cette étude, parce qu'il y en a, une assez importante quand même, c'est qu'on n'a pas d'informations sur les antécédents d'agression sexuelle des participantes, ni sur les antécédents d'exposition à des événements marquants ou en tout cas potentiellement traumatiques au cours de la vie. Et on n'a pas eu non plus de connaissances sur le soutien apporté par l'entourage ou par des professionnels à la suite des événements. Donc, on n'a pas eu d'informations sur la potentielle présence d'une thérapie, par exemple, après les agressions. Donc, pour conclure, cette recherche, elle a mis en évidence l'importance du lien entre la qualité de l'attachement et l'intensité des symptômes traumatiques et dissociatifs qui peuvent apparaître chez des femmes victimes d'agressions sexuelles. Elle contribue aux rares recherches qui portent sur l'implication de l'attachement dans les violences sexuelles chez les femmes adultes. Et puis, quand même, le niveau très élevé d'insécurité de l'attachement qui a été retrouvé donc, dans la population d'études a grandement participé à la difficulté d'élaboration et de mentalisation autour du psychotrauma. Et c'est donc un facteur de vulnérabilité notable pour ensuite pouvoir accéder à des mécanismes de résilience. On voit donc qu'il semble essentiel d'identifier la question de l'attachement dans un parcours post-traumatique pour ensuite avoir une meilleure efficacité psychothérapeutique auprès des victimes. Alors, comme future recherche par la suite, eh bien, on pourrait, par exemple, penser à faire une recherche autour de l'effet d'une psychothérapie spécialisée dans le psychotrauma, associée avec une psychothérapie éclairée par la théorie de l'attachement auprès d'une population similaire. Et donc, ça permettrait d'observer les processus de résilience à l'œuvre et puis les mécanismes attachmentistes associés. Voilà, donc là, vous avez les références que j'ai citées dans le PowerPoint. Je pourrais peut-être vous le donner après, si ça vous intéresse. Voilà, merci.